Ça marche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Carrefours de l'IA, le rendez-vous mensuel pour découvrir les cas d'application de l'IA en entreprise et les résultats de recherche. Les Carrefours de l'IA sont organisés dans le cadre de la stratégie digitale Wallonia for AI, qui est la stratégie wallonne en intelligence artificielle. Mais ces webinaires sont aussi organisés en partenariat avec Trail, le consortium des universités et des centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi avec AI for Belgium et l'AWEX. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'aérospatial avec la présence de Michel Stassard, Benoît Dieper et Renaud Deutry. Avant de passer au vif du sujet, sachez que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet. Les questions seront sélectionnées et posées en fin de séance après la présentation de M. Deutry. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Stassard. Il sera modérateur de ce webinaire et commencera par nous présenter le pôle Skywind. Michel Stassard est directeur adjoint de la cellule opérationnelle de Skywind Wallonie, dont le rôle est de coordonner les actions spatiales du pôle. Il cumule des années d'expérience dans le domaine de l'aéronautique et spatiale dans le secteur privé Safran Aérobooster et au sein du cluster Wallonie Espace et du pôle Skywind. Michel Stassard, the floor is yours. Voilà. Bonjour tout le monde, je suppose que vous voyez ma présentation. Oui, ça marche. C'est le cas. Voilà, enchanté. Évidemment, on n'a pas de retour naturellement des présences. Le pôle Skywind, que vous connaissez très certainement, est un des 6 pôles de compétitivité de la région wallonne qui résulte de l'association de 2 clusters historiques qui étaient les entreprises wallonnes de l'aéronautique et Wallonie Espace, qui ensemble ont formé, il y a maintenant plus de 10-15 ans, le pôle Skywind. Ce pôle Skywind qui va couvrir, comme je l'indique ici, 5 filières économiques qui naturellement couvrent l'aéronautique civile, le spatial, les drones depuis 2-3 ans, la défense pour tout ce qui concerne naturellement le matériel volant et un axe transversal qui est le support engineering. Alors, en plus de ces filières économiques, on a des axes technologiques sur lesquels, depuis quelques années, mais peut-être qu'il conviendra encore de les remettre à jour très rapidement, on est en train de travailler là-dessus, des axes technologiques qui, naturellement, portaient au tout début du pôle sur les matériaux composites, ça principalement pour l'aéronautique, les alliages métalliques et les processus industriels, ceux y compris l'additive manufacturing, tout ce qui est système embarqué en aéronautique et en spatial, les services aéroportuaires, donc on le dit bien, c'est plus vraiment orienté service sur les aéroports, gestion du trafic, gestion de la logistique, etc. Avec du géopositionnement, on retombe un petit peu sur des utilisations de données satellitaires pour ça aussi, et des systèmes et applications à vocation spatiale et drone, et un axe transversal qui est la modélisation et la simulation, qui, pour beaucoup d'entre nous, sommes au courant que la Wallonie est quand même une terre de modélisation et de simulation avec bon nombre d'acteurs qui soient issus de start-up de l'Université de Liège comme Samtec et de lycée Louvain, historiquement. La plupart d'ailleurs de tous ces acteurs sont rachetés par des grands groupes américains, mais la science et la technique est toujours présente, c'est un point important en Wallonie. Donc, Skywind compte 158 membres, peut-être un peu plus, ce slide date, donc 126 entreprises, cumulant un chiffre d'affaires d'1,7 milliard et à peu près 7500 emplois directs, dont à peu près 2800, 3000 dans le spatial. Donc, depuis sa création, le pôle Skywind a permis la labellisation de 85 projets, et principalement, ce sont des projets en innovation collaborative pour un budget de 265 millions d'euros. Pour rappel, les projets de pôle de compétitivité en général, pour ceux qui n'ont jamais participé à ce type de projet, nécessitent la participation d'au minimum 2 entreprises, que ce soit 2 PME, une grande, une petite ou plus, et 2 centres de recherche ou 2 départements universitaires, au minimum aussi. Ce sont des projets, la plupart du temps, de l'ordre de 2 millions d'euros à 3 millions d'euros. Les tout grands projets fondateurs sur les matériaux composites pouvaient monter jusqu'à 5-6 millions d'euros, puisque c'était vraiment le lancement à TRL relativement bas, 3, 4, 5 de nos axes principaux. Alors, le pôle Skywind, effectivement, a besoin du numérique.
et il y a des activités qui en ont d'autant plus besoin actuellement, et je les ai répertoriées ici en 3 axes. Alors, le premier axe, qui est le plus évident, en tout cas pour moi venant du spatial, puisque quelque part l'utilisation des données d'observation de la Terre et le développement de services pour le secteur de l'agriculture, bancaire, des assurances, ou à peu près tous les secteurs peuvent être utilisateurs. Naturellement, ça coûte cher d'utiliser du spatial. On peut imaginer que c'est un canon pour tuer une mouche. Néanmoins, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le traitement des données peut faire chuter les prix et rendre tout à fait accessible à bon nombre de secteurs utilisateurs finaux ce type d'informations qui sont des informations économiques peut-être très très intéressantes. Alors le deuxième axe, c'est les systèmes électroniques embarqués dans lesquels on embarque aussi de l'intelligence artificielle, qui sont embarqués à bord de drones, de satellites, pas encore en aéronautique, qui est un peu plus frileuse à intégrer trop de nouveautés. Ça prend plus de temps, naturellement, puisqu'on a des passagers à bord. La simulation multiphysique et les jumeaux numériques, naturellement, grands consommateurs de données. Alors, à voir où l'intelligence artificielle peut intervenir, c'est un beau challenge. L'industrie 4.0 en général, de l'aéronautique et spatiale, c'est tout le processus industriel qui doit se renouveler pour pouvoir être compétitif, non seulement vis-à-vis de l'ESA, mais aussi vis-à-vis du marché commercial pur et dur dans le domaine spatial. Je vais passer vite en revue l'observation de la Terre. Vous êtes bien au courant, naturellement, que la plupart des satellites sont tournés non plus vers l'univers tel qu'il l'était au début de la science de l'Agence spatiale européenne, mais regardent la Terre, qui est devenue un grand village, et donc nous avons par jour, quotidiennement, des pétabytes d'informations pratiquement par constellation. Il y a plus en plus de constellations, il y a plus en plus de mélanges de HAPS, c'est des High Altitude Pseudo-Satellites, 20 km d'altitude, ça commence à se développer, qui sont concurrents des satellites, et les drones qui prennent des données aussi. Tout ça peut se mélanger aussi avec des données in situ. Comment gérer toutes ces données? C'est les placer dans des data centers, des data lakes, et en tirer la substantifique moelle pour parvenir à en trouver une utilisation et une application intéressante et naturellement économiquement viable. L'ESA aime bien utiliser le concept de Earth Twin, d'avoir le jumeau numérique de la Terre complet, revisité en permanence, ayant des données remises à jour pratiquement quotidiennement. Plus on a de satellites, plus le taux de revisite augmente naturellement. Benoît vous en expliquera un peu plus tout à l'heure. Alors, les systèmes embarqués pour drones et microsatellites, à bord des satellites, naturellement, on doit de plus en plus traiter les données, parce que la bande passante est ce qu'elle est, et naturellement, il faut envoyer uniquement sur Terre les données intéressantes. Si on photographie un nuage, il faut déjà le supprimer dans la bande passante pour ne pas envoyer cette information qui ne sert à rien. Donc, on intègre de plus en plus, et il y a des acteurs en Wallonie qui intègrent de l'intelligence artificielle à bord de leur système optique et toute l'informatique qui est liée au système optique embarqué, qu'il soit à bord de satellites et de plus en plus à bord de drones. Naturellement, la navigation autonome, l'intelligence en vol, le vol en formation, etc. Tout ça aussi sera peut-être plus présenté aussi par Renaud Detry, dont c'est une spécialité. Alors on voit, et ça je vous le donne un petit indicatif, dans les projets Skywin, si vous allez sur le site Skywin, vous avez tous les projets qui ont fait appel quelque part de l'AI en général. Et vous pouvez aller taper, aller voir un petit peu le descriptif, les types de partenaires qui étaient présents dans ces projets, à titre indicatif. Donc ça vaut la peine d'aller creuser et voir là où potentiellement vous pouvez peut-être apporter votre pierre à l'édifice. La simulation multiphysique et les jumeaux numériques des produits, c'était l'axe important de Skywin, qui rend Skywin et la Belgique et la Wallonie en particulier dans les leaders européens dans le domaine. Voilà, c'est la progression en complexité, rapprochant toujours de plus en plus le jumeau numérique de son modèle dans le monde réel. Donc ça, c'est vraiment une activité importante. Je ne vais pas me traîner trop sur ce point. Là aussi, là, évidemment, comme c'est un axe important chez nous, on a plus de 12 projets terminés en cours ou qui vont démarrer dans ces activités-là. Voici toutes les abréviations de ces projets. Je vous invite à aller les voir. Enfin, l'industrie 4.0. Et on va voir effectivement que dans le spatial traditionnel,
Piloté par l'ESA, néanmoins, la pression sur les prix se fait de plus en plus importante, donc il faut automatiser et rendre intelligents les processus de fabrication, tant pour l'aéronautique que pour le spatial. Mais de plus en plus, même si le spatial, c'était des faibles récurrences d'activité, un ou deux satellites, un ou deux miroirs identiques, on va de plus en plus vers des productions, et Benoît vous expliquera, de plus en plus régulières et plus ou moins importantes, mais avec naturellement une pression sur les prix en intégrant des composants COTS, etc. Donc là aussi, on a besoin pour cette industrie 4.0 de l'apport de l'intelligence artificielle dans le processus de production. Alors un petit rappel, et j'en terminerai par là, j'espère ne pas avoir été trop long. Skywin et l'intelligence artificielle, c'est une expérience qui est née en 2019, lorsque nous avons lancé le premier événement qui s'appelait AI for Copernicus. Copernicus étant la constellation européenne des satellites d'observation de la Terre, ces fameux satellites relativement importants en taille, et Benoît vous expliquera qu'on peut challenger fortement ces satellites en les faisant 20 à 25 fois moins chers, et c'est fantastique. Et tous ces satellites donnant énormément de données gratuites, dans l'état brut, effectivement, il faut parvenir à les traiter. Et comme je l'expliquais, il faut les traiter très rapidement et au moindre coût, en y intégrant naturellement de l'intelligence artificielle. Et cet événement avait pour but de créer une communauté d'intérêt entre les acteurs de l'observation de la Terre et de l'AI, pour montrer que l'observation de la Terre, avec ses spécificités, naturellement, ce n'est pas une image médicale que l'on compare avec un instrument qui est complètement calibré. Naturellement, ici, on a toujours des facteurs extérieurs. Une spécificité particulière pour réintégrer de l'intelligence artificielle. Et donc là, il y a toute une analyse de l'état de l'art à faire, des possibilités, des limites, du machine learning, de l'intelligence artificielle appliquée à ces images. Ça adressait cette problématique-là, on l'a fait en collaboration avec le Grand-Duché du Luxembourg, et naturellement en 2020, tout ça a été annulé. 2021, on espère, en tout cas à partir de juin, sur un événement virtuel avec Agoria et son support auprès de tous les acteurs d'intelligence artificielle, présenter ce potentiel de terrain de jeu de l'observation de la Terre à tous ces acteurs-là. Et en présentiel, on croise les doigts, en fin 2021, refaire le deuxième événement, qui cette fois sera à l'échelle nationale belge, avec la participation tant de BELSPO, la politique scientifique fédérale, mais pilotée par Skywin, et l'ICEP, l'institut scientifique qui dispose principalement d'un budget européen pour nous aider à organiser et pour organiser cet événement. On refera l'état de l'art de l'AI for EOS, c'est le terme utilisé par l'Agence spatiale européenne pour expliquer ce mélange de deux technos. Et en 2022, nous avons, et c'est toujours l'ICEP aussi avec nous, l'obligation, l'intérêt aussi, d'organiser un événement à l'échelle Benelux sur ce croisement d'intelligence artificielle et d'observation de la Terre. Voilà pour ce qui est de la présentation de Skywin. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet, allez voir tous ces projets qui intègrent, je crois qu'il y a des clés de recherche et possibilités d'aller rechercher, sinon vous avez, et je vous distribuerai cette présentation, vous avez les coordonnées de tous ces projets. N'hésitez pas à les voir et voir là où vous pouvez apporter d'autres choses ou d'autres compétences complémentaires. Voilà, je vais stopper le partage de mon écran et en profiter pour présenter Benoît, qui est le deuxième interlocuteur, pour laisser un maximum de place aux questions-réponses qui auront lieu plus tard, ne pas traîner sur cette présentation. Benoît Depère est le fondateur et le CEO d'Aerospace Lab. Aerospace Lab, alors, réalise deux grands métiers, je dirais plutôt que c'est une continuité. On a un client qui a besoin d'images, enfin d'un service. On remonte toute la filière dans le sens inverse. Ce service, comment peut-il être fait? Par combien de satellites? Quel est le taux de revisite? Comment doit-on concevoir le satellite? Quelle image doit-on acquérir? Où va-t-on trouver un lanceur? Tout ça est géré par une société intégrée verticalement qui est capable de faire tout à petite échelle. Ce ne sont pas des satellites de 500 ou 1000 kilos, ce sont des plus petits satellites, mais une nouvelle page se tourne dans le secteur du spatial avec ce type de satellite qui concentre autant de technologies et surtout un coût beaucoup plus abordable. Benoît, il a réalisé une formation en ingénieur civil à Louvain-la-Neuve, mais également une formation complémentaire en technique spatiale de l'Institut supérieur en aéronautique et de l'espace de Toulouse. Il a ensuite réalisé ses stages à la NASA avant de débuter son premier job en tant qu'ingénieur satellite à l'Agence spatiale européenne.
On a eu la chance de le découvrir au sein de Skywin il y a quelques années. Et effectivement, c'est notre étoile filante que nous aimons suivre de près. Benoît, la parole est à toi. Merci beaucoup, Michel. Comme tu l'as bien dit, on fait deux métiers. On fabrique des satellites, du hardware, mais on fait aussi du traitement de données pour exploiter les données qui viennent de ces satellites. Aujourd'hui, la présentation que je propose est assez centrée sur les use cases de traitement de données, principalement de la vision par ordinateur. Mais s'il y a des questions sur les satellites, avec plaisir, la session Q&A par la suite. Donc, 4 use cases qui sont actuels chez nous. Donc, on a développé récemment, la boîte a un peu moins de 3 ans, donc tout est récent, mais ce sont des use cases sur lesquels on travaille au quotidien pour améliorer la fameuse métrique F1, qui est assez commune comme benchmark pour ce genre d'algorithme, où c'est des choses très concrètes. On va commencer avec le land cover. Donc, le land cover, ça consiste à assigner une classe à chaque pixel de l'image, une classe qui définit le type de sol et son utilisation. Donc, ça peut être de la forêt, de l'eau, et encore, il y a plein de sous-classes dans la forêt avec différents types de forêts, si c'est construit, si c'est des zones résidentielles et autres. Et donc, on a gagné un contrat avec le SPW pour amener une mise à jour de la carte de Wallonie en rentrant dans les classes qui sont définies par le SPW. Donc, pour faire ça, on a un process en 2 étapes. Donc, on a déjà des bases de données existantes, mais qui datent de 2018, qui contiennent certaines erreurs parce qu'on n'a jamais 100% de précision sur ce genre de projet, mais l'erreur est assez faible. Et puis, on a un nouveau dataset, ce sont des images 2020 qui nous ont été données. Et on commence par segmenter des blobs sur ces images 2020. On regarde la différence avec la version 2018 pour essayer d'évaluer les changements d'utilisation du sol. Et puis, on a les techniques d'ensemble pour robustifier un petit peu la détection de changement. Et puis, les outputs, ce sont des masques GeoJSON qui sont ultimement destinés à être ingérés dans GeoPortrait. On a pas mal de sources de données différentes qu'on fusionne. Donc, le SPW conduit des campagnes annuelles ou biannuelles, je crois, avec des avions qui sont équipés de caméras RGB et infrarouge proches, avec des résolutions assez bonnes. On est de l'ordre de 25 cm. Et donc, on reçoit une copie de la Wallonie avec ces canaux-là. Et puis, par-dessus, nous, on est plutôt actifs sur du traitement de données satellites. Donc, certains algorithmes, on arrive à les porter assez simplement sur des données avions, d'autres moins. Et là, on utilise des données de Sentinel-2, qui est un satellite multispectral de l'ESA, enfin de la Commission européenne, mais implémenté par l'ESA, et qui nous amène des informations complémentaires, parce qu'il y a plus de bandes spectrales, il y a des résolutions spectrales qui sont un peu différentes, mais la résolution spatiale, elle, n'est que de 10 mètres dans le meilleur des cas, par rapport à du 25 cm. Et donc, on fusionne tout ça. J'ai oublié de dire, mais on a aussi un modèle d'élévation de surface, donc ça nous permet d'avoir l'altitude et de corriger toute une série de problèmes dus aux angles de vue et aux déformations, aux distorsions à cause de l'altitude, et qui, a priori, n'ont pas l'air si méchantes que ça, mais quand vous faites de la classification à l'échelle avec une résolution d'1 mètre carré, il y a pas mal de choses qui deviennent un problème. L'ombre d'un banc public ou un lampadaire peut faire sauter d'une classe à l'autre le résultat. Et donc, voilà, la fusion de données nous permet de réduire le taux d'erreur. Un autre use case super intéressant aussi, c'est l'identification d'avions. Donc, identification au sens large. Donc, les termes sont un peu mal posés, mais on fait de la détection, l'identification, la segmentation et de la classification d'avions, un peu tout mélangé. Le pitch, en résumé, c'est de surveiller automatiquement quand des avions apparaissent sur des aéroports, des parkings ou des usines d'avions, essayer de les compter, essayer d'identifier le modèle d'avion, donc la marque et le modèle, la catégorie dans laquelle il appartient, est-ce que c'est plutôt un avion de combat, est-ce que c'est plutôt un avion de transport civil, si oui, est-ce que c'est un long courrier, un court courrier, quadrimoteur, bimoteur, est-ce que c'est un avion de transport logistique. Donc ça, ce sont des grandes familles qu'on essaie d'identifier. Et puis, si la qualité de l'image et du signal le permet, on descend encore un niveau plus loin et on essaie de leur coller des identifiants uniques pour pouvoir les retrouver. Ça, c'est assez compliqué, les images vu les résolutions. On a un pipeline. Cette fois-ci, il y a 3 grandes étapes.
Donc, on commence avec une segmentation et puis on fait toute une série d'extractions de features, mais aussi de mesures géométriques. Donc, on essaie de mesurer, là, on le voit ici en dessous, on a une boîte et puis dans la boîte, on essaie de comprendre un petit peu est-ce que c'est un avion plutôt L delta, quel est l'angle de sweep de l'avion, pour avoir un pattern qui nous permet de coller cette forme sur une base de données d'avions existants. Et même chose, niveau feature, par exemple, on va compter le nombre de moteurs. On va voir si c'est plutôt une voilure basse, une voilure haute, un empennage en T, en Y. Voilà. Donc et avec tout ça, encore une fois, on colle ça dans une base de données. La segmentation plus les mesures plus l'extraction des features nous permettent de coller un identifiant sur l'avion en disant, typiquement, là, on regardait en Syrie une base qui est fréquentée par les forces russes. On voit à gauche qu'on a trouvé un Sukhoi 24, un Sukhoi 34, qui ont des formes différentes. Donc, l'algorithme a bien compris que c'est des familles d'avions différentes. Et puis, ici, on a un avion de transport, quadrimoteur, Ilyushin 76, qui a été aussi détecté automatiquement. Ça, c'est un peu le genre de produit, l'output du pipeline, sachant que le challenge, c'est d'avoir des métriques precision recall qui sont acceptables. Acceptable dépend vraiment du use case. Si vous avez des use cases avec des choses très critiques, en général, vous ne voulez pas passer à côté d'un objet. Donc, vous tolérez un nombre de faux positifs qui est super élevé pour avoir une sensibilité de l'algorithme qui vous permet de ne pas rater d'objets d'intérêt. Si vous êtes intéressé plutôt par des tendances, là, il faut quelque chose de plus équilibré ou vous êtes plus intéressé par la moyenne de la mesure. Donc, ça dépend vraiment de l'aspect client. Donc, on a différents algorithmes et différentes façons de régler les algorithmes en fonction du use case final. Et puis, l'idée, c'est d'avoir une base de données sur laquelle le client peut se connecter avec des API REST, tout ce qui est le plus standard, avec le chiffrement et autres, mais qui output au format, dans ce cas-ci, autant, STANAG, les informations pour pouvoir être ingérées dans les systèmes d'analyse et de décision des différents gouvernements qui utilisent ces services. Quelque chose d'un peu moins guerrier, on travaille pour l'Agence maritime européenne sur un système de monitoring des dégazages avec des images radar open source. Donc, le dégazage est un assez gros problème en Méditerranée, où les bateaux préfèrent dégazer en mer plutôt que dégazer, de procéder à des services payants dans les ports où la pollution est contrôlée, parce que c'est plus cher que de juste polluer. Du coup, on utilise des images radar qui ont des résolutions assez grosses. Donc, on est sur du 20-30 mètres, je crois, de base. Et on a du processing SAR. Donc, SAR, c'est des radars ouverture de synthèse. C'est une catégorie de radar qui est assez populaire sur les satellites. On fait une première détection de zone où on pressent que c'est un candidat pour un dégazage. Donc, on voit les heatmaps ici avec des choses suspectes. Et puis, une fois qu'on a cette heatmap, on a un deuxième algorithme qui passe dessus, qui lui est beaucoup plus dédié à la détection du pattern de dégazage intentionnel. Donc, si on voit ici, par exemple, on a une ligne de pollution due au dégazage d'environ 80 km de long, là 45 km, on voit quand ce sont des dégazages intentionnels, c'est souvent une traînée. Donc, c'est très simple. Quand c'est un dégazage non intentionnel, c'est souvent une panne, une avarie, le bateau est à l'arrêt et on a plutôt une expansion en radiale autour du bateau à l'arrêt. Et quand c'est quelque chose d'intentionnel, ils ouvrent la vanne et puis ils avancent pour quitter le lieu de crime, quoi. Et donc là, on a une traînée un peu comme un escargot qu'on arrive à remonter jusqu'à la source potentielle. Donc là, on voit le petit point brillant, c'est qui réfléchit bien l'éco-radar, c'est le bateau, avec une traînée. Et donc, même chose ici, on analyse 1,5 million de kilomètres carrés sur un an pour tester l'algorithme. Puis après, on va le déployer sur la plupart de la surface de la mer. C'est assez grand. On est autour de, je crois que quand on enlève les zones qu'on ne nous a pas demandé, on est autour de 150 ou 200 millions de kilomètres carrés, avec une fréquence de traitement hebdomadaire. Parce que malheureusement, ces traces restent, donc hebdomadaire, c'est suffisant pour retrouver les coupables. Et juste ici, voilà, 1,5 million de kilomètres carrés, ça représente 15 000 images et environ 200 Tera. Donc vous voyez les ordres de grandeur. Donc, ces algos tournent dans des proof of concept, mais on doit les faire tourner correctement, efficacement pour qu'ils scalent bien. Et donc, là, je ne suis pas le meilleur du tout pour en parler, mais toute la stack est agnostique pour tourner sur différents clouds. On a Kubernetes, on a plein d'autres
On a Docker aussi, qui va souvent avec, pour pouvoir justement lâcher les chevaux et faire tourner ça sur des dizaines de milliers d'instances si nécessaire. Un dernier use case sur le change detection, où ça c'est un problème plus générique. C'est vraiment, on a deux images de la même zone et on aimerait bien avoir un masque de changement. Je pense que c'est un problème de vision par ordinateur qui est vieux comme le monde, du moins depuis que ça existe. Sur les images satellites, il y a quelques challenges spécifiques. Donc, comme Michel l'a dit plus tôt, niveau calibration radiométrique et géométrie, c'est déjà pas mal, mais il y a pas mal de différences entre deux images de la même zone. Les conditions d'illumination ne sont pas forcément les mêmes, le masque nuageux, les turbulences atmosphériques, la géométrie du satellite lui-même fait qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on doit filtrer avant de faire de la comparaison naïve pixel par pixel. Si vous faites ça, toute l'image ressort avec des changements. Et donc ici, on a de nouveau un pipeline. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il mélange une approche plutôt basée sur de l'apprentissage supervisé, machine learning pour le stacking d'images dans une première étape. Et puis, on termine par une méthode beaucoup plus statistique et non supervisée de compress vector. Et le A, je n'oublie toujours ce que c'est, mais vous êtes plus au fait que moi. Et ça nous permet de séparer vraiment. La deuxième étape nous permet de séparer vraiment une bonne partie des changements qui sont du bruit dû aux prises de vue différentes des satellites versus des vrais changements qu'on veut détecter, quoi. Un exemple typique, on tourne sur des zones d'intérêt. Encore une fois, c'est un peu guerrier comme use case. C'est un site en Iran où tout le monde sait qu'ils bricolent des missiles et des bombes nucléaires là-bas. Et donc, on tourne automatiquement, encore une fois, avec des images open source. Là, on passe le 1er juillet à gauche, le 3 juillet à droite. Et en fait, on voit avec le masque de changement qu'un bâtiment, ou du moins une zone, a changé. Et puis, on a vu dans la presse, quelques jours plus tard, que c'était bien confirmé, il y avait une explosion dans cette zone-là pendant l'élaboration de leur programme de recherche. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir un système de veille persistante qui scanne 150 millions de kilomètres carrés par jour. Donc 150 millions de kilomètres carrés, c'est la surface de la Terre émergée, donc on enlève les océans. Et puis d'avoir ce change, ce diff entre hier et aujourd'hui pour pouvoir trouver des événements d'intérêt, les mettre dans une base de données et anticiper leur propagation, que ce soit économique, sécurité alimentaire. Il y a vraiment beaucoup de use cases, quoi. Voilà, c'était mon présentation. Merci Benoît, passionnant toujours comme présentation. Tu n'as pas abordé naturellement le volet satellite et le volet peut-être vol en formation, discussion entre satellites, mais je crois que là c'est quelque chose qui est relativement traité par des algorithmes moins complexes. Néanmoins, effectivement, la complexité du vol en formation, du choix du meilleur satellite pour l'angle de vue, etc., pour que tout ça se fasse automatiquement, tout ça est déjà pris en compte, je pense, dans tes travaux. Donc, il n'y a pas uniquement le traitement des images, mais il y a de plus en plus dans le secteur spatial, et je reviens au fameux ordinateur HAL 9000 de 2001 Odyssée de l'espace, où on a vraiment l'intelligence artificielle qui gère une mission complètement. Ce sera pour bientôt, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pourra en discuter plus tard, et certainement avec Renaud qui vient de la NASA et qui a certainement entendu parler de tout ça aussi. On y travaille et puis c'est clairement l'axe qu'on aimerait bien pousser dans le futur proche. Donc voilà, j'espère que Renaud nous en dira plus. Voilà. Et pour rappel, de plus en plus, c'est effectivement en dehors de l'observation de la Terre, j'ai assisté à un webinaire ici canadien sur l'intégration de l'AI dans le secteur spatial. Il y a de multiples opportunités d'introduction dans tous les développements, surtout dans l'exploration, et on en discutera à l'instant, justement, avec Renaud Detry, que j'ai la chance de découvrir et j'espère qu'on verra régulièrement, peut-être même participant à des projets Skywin, avec son unité. Donc Renaud Detry est professeur à l'UC Louvain en Belgique, donc il a connu sa maîtrise et son doctorat en ingénierie informatique et en apprentissage robotisé à l'Université de Liège. Il travaille comme postdoc à l'Institut royal des technologies de Stockholm et à l'Université de Liège de 2011 à 2015, pour ensuite devenir chercheur et chef de groupe de la Perception System Groups
au Jet Propulsion Laboratory, JPL, hein, pas moins que ça, c'est quand même un endroit fantastique dont rêvent tous les acteurs et tous les passionnés de spatial, le JPL, la NASA, entre 2016 et 2020, si je me trompe. Il a rejoint l'UC Louvain en 2020. Ses intérêts de recherche portent sur la perception et l'apprentissage pour la manipulation et la mobilité des robots, avec des applications terrestres et planétaires. Tout un programme. Voilà, Renaud, le micro est à toi. Renaud, ton micro est muté. Excusez-moi. Voilà, je pense que là, ça devrait aller. Un grand merci, Michel, Antoine et Benoît, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Donc, j'ai préparé ici quelques slides qui illustrent différentes étapes d'un problème particulier sur lequel je me suis penché quand j'étais au JPL, qui est la récolte d'échantillons sur Mars et la rapatriation de ces échantillons sur Terre. Et plutôt que de faire une présentation technique qui regarde en détail, qui fait un cours sur l'IA et qui regarde en détail quel modèle on a utilisé pour étudier certains problèmes qui se sont posés, j'ai décidé de faire plutôt une présentation de vue d'ensemble qui démarre du problème de base auquel on était confronté et puis qui décompose ce problème jusqu'à l'étude de certaines questions très spécifiques auxquelles on a répondu avec, en l'occurrence ici, 2 expériences dont je vais brièvement parler. Et puis si on a un petit peu de temps plus tard, j'évoquerai certains autres projets de robotique autonome et d'IA également destinés à l'exploration planétaire. Alors avant de commencer avec le sujet que je viens d'introduire, peut-être 2 mots sur mon travail de recherche en général. Donc je m'intéresse, mon travail est à l'intersection de la manipulation robotique adaptative, les systèmes robotiques, la vision et l'IA. Et mon travail de recherche ces 10 dernières années s'est penché sur la robotique de service, d'assistance à domicile par exemple, la robotique industrielle et puis la robotique de terrain, qui est le sujet de cette présentation. Et la question qui me motive en général dans mon travail, c'est de voir comment on peut créer des systèmes de mobilité et manipulation autonomes qui sont guidés par des caméras, qui permettent à des robots de travailler dans des environnements qui ne sont pas structurés et qui, dans certains cas, peuvent être extrêmes au niveau de la complexité du terrain qui doit être traversé ou l'encombrement de l'espace. Voilà, mais donc aujourd'hui, je me focalise sur la partie robotique de terrain et on va principalement parler de Mars alors. Donc, ramener des échantillons de Mars, la communauté scientifique mondiale s'accorde sur le fait que la prochaine étape dans l'exploration de Mars serait de pouvoir expérimenter sur des échantillons ici sur Terre. On a envoyé plusieurs sondes, dont plusieurs rovers sur Mars ces dernières années. Chaque sonde, chaque rover embarquait des instruments qui ont permis de mieux comprendre l'histoire et la composition de Mars sur site, mais on est fortement limité sur la complexité de ces instruments qui doivent être envoyés jusqu'à Mars, quoi. Et la réponse à la question essentielle qu'on se pose, qui est de voir si la vie a émergé ailleurs que sur Terre, ne peut être vraiment répondue avec certitude qu'avec des instruments qu'on a sur Terre, ce qui est une raison fondamentale pour le désir de ramener des échantillons de roches de Mars jusqu'à la Terre. Alors ici, je vais parler de
d'une campagne qui est coordonnée par la NASA et par l'ESA, qui vise à ramener des échantillons en 3 étapes. La première étape, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le rover Perseverance qui va se poser sur Mars demain soir. Je vous invite tous d'ailleurs à regarder le live event de la NASA qui va couvrir cette opération. Donc ce rover Perseverance, son principal objectif, c'est de récolter des échantillons de roches, de les placer dans des tubes en métal, de déposer ces tubes sur le sol, quelque part sur Mars, et puis 7 ans plus tard, un autre rover qui s'appelle le rover Fetch aura la responsabilité de récupérer les échantillons, de les placer délicatement sur un lanceur qui va envoyer les échantillons en orbite autour de Mars. Et puis une 3e mission va finalement venir récupérer les échantillons, les ramener jusque sur Terre, et puis ils vont atterrir de manière balistique dans le désert au Nevada, et puis l'aventure commence. Voilà, donc ici, dans la présentation aujourd'hui, je vais me focaliser sur le rover Fetch, dont le rôle est de récupérer de manière autonome ces tubes disposés sur le sol par le rover Perseverance. Alors, je viens de mentionner que la récupération doit se faire de manière autonome, et cette dia ici explique en quelques mots pourquoi. Pour survoler cette question, comme la Terre, Mars a des saisons. En hiver, il fait extrêmement froid. Il y a moins de soleil, et puis l'hiver coïncide généralement avec des tempêtes de poussière qui réduisent d'autant plus la luminosité. En général, les rovers, et en particulier leur électronique, sont sensibles au froid. S'il fait trop froid, ils gèlent et puis ils ne se réveillent pas. Les rovers qu'on a envoyés sur Mars jusqu'ici étaient équipés de radioisotope heating units ou de radioisotope thermoelectric generators qui sont des éléments qui permettent de générer de la chaleur en hiver pour garder le rover au-dessus d'une certaine température. Pour des raisons en partie économiques, le rover Fetch n'aura ni l'un ni l'autre. Donc sa durée de vie est limitée à 1 saison, ce qui limite vraiment le temps dont il dispose pour faire son travail. Son travail consistera à se déplacer, traverser une dizaine de kilomètres peut-être depuis l'endroit où le lander se pose et l'endroit où sont les tubes, récupérer les tubes et revenir. C'est beaucoup de travail pour un petit rover martien. Et donc le temps qui est alloué pour récupérer les tubes est très limité. C'est une vingtaine de jours martiens qu'on appelle sol. Et c'est impossible de récupérer les 30 ou plus tubes qui seront disposés là-bas en une vingtaine de jours par télécommande depuis le sol. Donc le rover doit opérer de manière autonome. Alors ici un slide qui explique en un peu plus de détails le problème auquel on fait face. On a 2 grandes familles de questions auxquelles on doit répondre assez rapidement. Et ces questions sont liées. La première question, c'est pour le rover Perseverance, qui s'appelle aussi Mars 2020, où libérer les tubes, sur quel type de terrain, sur de la régolithe, sur des flagstones, du bedrock, je veux dire. Comment les disposer et quelles images capturer pour documenter là où sont les tubes et comment ils sont disposés. Et puis la deuxième question, c'est de quelle technologie le rover Fetch a-t-il besoin pour pouvoir naviguer ce dépôt de tubes et pour localiser et récupérer ces tubes de manière autonome. Et donc les grands défis, c'est de voir la question de navigation autonome du rover Fetch dans le dépôt, de quel type et quel nombre d'images a-t-elle besoin, capturées par Mars 2020, sur quel type de terrain est-ce qu'elle fonctionne le mieux, et puis pour la question de localisation des tubes, à quel niveau d'adversité est-ce qu'on peut se mesurer, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on sera en mesure de localiser des tubes qui sont partiellement cachés par un rocher sur lesquels il y a une ombre. Et donc,
y a des trade-offs énormes à gérer ici. La présence de petits rochers dans le dépôt aide beaucoup à la localisation du rover, mais par contre, c'est un obstacle à la détection et la récupération des tubes. Et donc, c'est essentiel de pouvoir évaluer les performances de manière quantitative de ce rover sur ces différents plans pour prendre assez rapidement des décisions sur le type de terrain qu'on va sélectionner pour construire un dépôt avec le rover Perseverance d'ici quelques années. Quelques infos, bon, je ne vais pas m'attarder sur ce slide si c'est une vue un peu par ligne de temps du travail qui a été fait. Des questions de base sur la possibilité de détecter facilement des tubes avec des capteurs thermiques ou des capteurs radars. La question de mettre des puces RFID sur les tubes, tout ça a été refusé assez rapidement. La DIA ici expose aussi les grandes questions que je vais évoquer d'ici quelques minutes par rapport à la localisation des tubes et la localisation du rover. Donc chacune de ces questions a démarré par un long échange entre notre équipe d'ingénieurs vision et des experts géologues du JPL pour comprendre l'impact que le climat pourra avoir sur ces tubes pendant les quelques années qu'ils vont traverser entre la création du dépôt et l'arrivée du rover Fetch. Et puis après, comme je le disais, quantifier la sensibilité des méthodes qu'on envisage pour détecter les tubes et localiser le rover aux conditions, aux défis auxquels ces méthodes vont être confrontées. C'est aussi un bon moment pour mentionner, ça reviendra peut-être plus tard, que la mission ici de Mars Sample Return était au début une mission de la NASA. Et puis, en 2018, la NASA et l'ESA ont commencé à discuter une collaboration sur ce problème qui maintenant s'est confirmé. L'ESA va entre autres construire le rover Fetch dont je parle ici, qui c'est un point qui reviendra un petit peu plus tard. OK, donc maintenant je vais évoquer les solutions qu'on a envisagées pour résoudre les problèmes que je viens de présenter et la manière dont on a validé ces solutions. Et juste avant d'entrer là-dedans, un petit graphe qui montre l'espace de validation de méthodes telles que celles qu'on doit utiliser ici. Quand on réfléchit à la validation de techniques d'autonomie, on aimerait que cette validation se fasse en maximisant 3 axes qui sont la fidélité des capteurs. On veut avoir des capteurs qui sont proches de ceux qu'on va utiliser sur le rover. On aimerait bien en même temps pouvoir tester dans un grand nombre de conditions, d'illumination, de composition du sol, etc. Et puis tester toutes les fonctions du rover en même temps pour pouvoir bien comprendre la manière dont elles interagissent entre elles. Malheureusement, c'est en général impossible de maximiser notre bien-être le long de ces 3 axes en même temps. On ne peut pas prendre un rover intégré et l'envoyer dans 300 endroits différents sous toutes les différentes conditions d'illumination qu'on peut imaginer. Donc, on fait une partie d'expérience en simulation, une partie d'expérience sur un vrai rover, et puis certaines autres expériences sur des bases de données qui étudient des fonctions du rover très spécifiques de manière quantitative sur des vraies images, mais par contre, qui sont limitées à certaines fonctions isolées où on ne regarde pas spécialement la manière dont ces fonctions interagissent. C'est sur cette expérience-là que je vais me concentrer aujourd'hui. Donc voilà, juste en 2 slides, j'évoque le travail qu'on a fait pour
pour valider la fonction ici de détection des tubes à partir d'images qui sont prises par le rover Fetch. Pour valider cette fonction, on a procédé de manière relativement classique en amassant une quantité de données qui consiste dans ce cas-ci en environ 5000 images d'un tube sur le sol dans des conditions qui représentent 6 différents types de composition du sol, un terrain plat avec des petites pierres, des rochers plus larges, du bedrock, et puis des petites dépressions et d'autres rochers qui sortent du sol. 4 différents types de caméras, différentes baselines, des caméras qui sont représentatives de ce qu'on pourra avoir sur le rover. Et puis, les images sont capturées à différentes heures de la journée, le matin, vers midi, dans l'après-midi, avec différents niveaux d'occlusion par l'ombre du système qu'on utilise pour prendre les images, par des rochers et des occlusions par du sable aussi. Et toutes ces différentes caractéristiques sont annotées dans la base de données pour pouvoir ensuite réaliser des expériences sur des sous-ensembles de ces données. Donc ici une petite vidéo qui illustre une partie des images qu'on a récoltées. Les 2 méthodes qu'on a envisagées pour s'attaquer à ce problème sont de 1, une méthode assez classique qui consiste à comparer des petits modèles, des petites images telles que celles que vous voyez ici au-dessus du tube sous différents points de vue aux images qui viennent de la caméra du rover. Et la deuxième méthode qu'on a considérée est une méthode basée sur un réseau de neurones, un Region Proposal Network, dans ce cas-ci, qui est entraîné en partie sur les données qu'on a récoltées ici. Donc le but de l'expérience ici était de pouvoir bien comprendre entre autres le trade-off entre la précision et le recall pour ces différentes méthodes dans les conditions qu'on pourrait rencontrer, pour avoir une idée de la manière dont ces 2 méthodes se comparent parce qu'elles ont des coûts d'implémentation différents, mais aussi pour pouvoir répondre à des questions liées à la complexité du dépôt qu'on peut envisager. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir un dépôt sur lequel on a des pierres qui pourraient éventuellement partiellement cacher le tube, ou faut-il absolument un dépôt plat dans lequel il n'y a aucune pierre? Et donc, les courbes ici nous donnent des chiffres qui permettent de dire dans chaque cas avec quel taux de probabilité le rover serait en mesure de résoudre le problème de manière autonome. Alors maintenant, un autre petit mot sur l'autre problème que j'ai évoqué, qui est celui de la localisation du rover dans le dépôt. Pour la validation de ce problème de nouveau, récolter un grand jeu de données qui consistait en une série d'images récoltées sur le Mars Yard au JPL. On a construit un faux dépôt avec 3 différents types de terrains, bedrock, et puis 2 différentes densités de rochers, avec une barre caméra que vous voyez ici, avec différentes baselines, différentes caméras, des images prises le matin, midi et soir, différentes conditions d'illumination, et puis un système de vérité de terrain basé sur un système Vicon, un système motion capture, tel que ceux utilisés pour faire du virtuel dans le cinéma. On a également récolté une quantité d'images qui avait été capturée par le rover MSL sur Mars. On n'a pas de vérité de terrain pour ces images, mais on les utilise pour valider de manière qualitative ce qu'on peut observer sur les données qu'on a sur Terre. Les conclusions qui sont sorties de ce travail ont montré, entre autres, que les approches classiques par feature matching ne sont pas robustes au changement d'illumination comme on peut l'imaginer. On a envisagé et quantifié une autre méthode à laquelle on fait référence ici comme mesh matching, qui
Bon, pour ceux qui ont un petit peu de background en vision dans l'assemblée, cette méthode utilise l'apparence, donc les couleurs et les textures, mais aussi la géométrie du terrain pour permettre au rover Fetch de se localiser par rapport à des images prises par le rover Mars 2020. Et donc on a pu montrer que cette méthode est beaucoup plus robuste à des changements d'illumination. On voit qu'ici, des images prises à plus de 8 heures l'une de l'autre peuvent toujours être alignées. Donc on peut calculer la transformation entre une image prise par le rover Mars 2020 et le rover Fetch. Et puis de manière encore plus pertinente pour ici le problème qu'on étudie, on a pu établir la quantité d'images que le rover Mars 2020 doit récolter afin de permettre au rover Fetch de se localiser avec une probabilité plus haute que 80% dans le dépôt. Donc on peut établir, je n'entre pas trop dans les détails, mais par exemple le graphe de gauche ici dit que pour un dépôt caractérisé par une densité de roc qui s'appelle CFA2, qui est une métrique utilisée par la NASA entre autres, on arrive à permettre une localisation avec un taux de succès plus haut de 80%, plus ou moins jusqu'à 2,5 mètres de la trajectoire suivie par le rover Mars 2020, quand le rover Mars 2020 a récolté des images au moins tous les 80 cm le long de sa trajectoire. C'est ce type de question qui est vraiment critique à bien comprendre pour décider là où on va construire le dépôt. Voilà, donc ceci c'était une vue d'ensemble, un peu des snapshots de différentes parties du processus de réflexion qui a eu lieu pour tout doucement essayer de restreindre le nombre d'endroits où on peut construire ce dépôt. Je vais maintenant utiliser peut-être les quelques dernières secondes qu'il me reste pour parcourir les autres slides que j'avais ici. Je me ferai un plaisir si qui que ce soit est intéressé par ces problèmes, je pense qu'il sera plus adéquat alors d'en discuter hors ligne parce que je suis presque à la fin du temps qui m'était alloué. Sur Mars, on a principalement exploré la surface. Il y a par contre des énormes galeries de lave souterraines protégées du rayonnement solaire qui sont encore plus intéressantes à explorer. Pour ça, il faut des robots plus perfectionnés qu'un rover. On a beaucoup expérimenté avec des robots escaladeurs. La difficulté dans ce cas-là est de faire le travail de manière autonome. Et à cette fin, on a développé un modèle qui permet au robot d'apprendre de lui-même où et comment placer ses grippeurs sur un mur désordonné pour pouvoir s'ancrer et traverser le mur. Donc on peut classifier un mur complet comme ça en montrant où le robot peut déposer ses grippeurs et où il ne peut pas. Et je vais m'arrêter là, je pense que je suis à terme. Voici quelques images du robot en train de traverser des phases rocheuses dans des tubes de lave ou dans des massifs de granit en Californie. Voilà, je vous remercie encore pour l'invitation à ce chouette colloque. Je me réjouis de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci, René. Voilà. Je pense qu'on est à la partie questions-réponses. Et j'en ai noté quelques-unes que j'ai vues passer. Je demanderai à Antoine de me reprendre si j'en oublie. Je vais commencer par les premières questions qui étaient plus adressées à Skywin avant de passer à des choses plus techniques. Est-ce que l'intelligence artificielle peut s'appliquer dans d'autres domaines que les domaines de prédilection de Skywin, que je vous ai rappelé, le plus composite, les nouveaux matériaux métalliques, etc., additive manufacturing. Effectivement, généralement, on accepte des projets qui touchent naturellement à un des axes stratégiques pour ne pas se dissiper. Néanmoins, même dans l'additive manufacturing, matériaux métalliques, on couvre tout ce qui est process. Et l'innovation est aussi, naturellement, quelque chose qui est important pour nous, l'innovation dans les process. Donc, tout ce qui est recherche opérationnelle, prise de décision sous incertitude, comme mentionné dans une question, peut naturellement, si vous trouvez un partenaire industriel, rentrer pleinement dans un projet Skywin, puisque c'est vraiment de l'innovation et de la recherche.
Pour la même chose pour la gestion de projet, soft skills, etc. Tout ça, effectivement, est éligible. Je vous invite alors à aller voir un petit peu auprès, puisque c'est un opérateur souvent industriel. Il vous faudra trouver un acteur ou faire votre démonstration, un acteur industriel, pour travailler avec lui et prendre avec vous un ou deux, enfin au minimum 2 petits départements universitaires pour compléter le travail, mais c'est tout à fait faisable. Je pense que j'ai couvert les 2 questions qui étaient liées à Skywin et à son activité et au projet. Évidemment, on aimerait au niveau Skywin aussi avoir des projets plus petits avec un industriel et un centre de recherche, mais pour le moment, tout ça se fait directement auprès des services du public de Wallonie, puisque les pôles de compétitivité, on leur a donné naturellement des subsides, enfin, ils octroient la possibilité d'avoir des subsides beaucoup plus importants s'il y a vraiment une collaboration intense entre plusieurs acteurs, mais néanmoins, on voit aussi que des petits projets à quelques centaines de cas ou 1 million d'euros sont intéressants aussi, mais voilà, on travaille naturellement en communauté avec les services publics de Wallonie et les différentes DG pour développer ce type de projet. N'hésitez pas à revenir vers nous, on vous introduira au meilleur endroit pour pouvoir déposer ces projets. Alors, il y avait des questions relatives à l'activité de Benoît sur l'identification des avions et des signatures. Benoît, tu les as peut-être vues passer. Est-ce que tu as l'occasion peut-être d'y répondre? Oui, donc la question portait sur les signatures plutôt de nature électromagnétique et infrarouge. On est actif sur ces domaines-là aussi, mais on peut communiquer moins librement, on va dire. J'imagine. Et une question portait naturellement sur les traînées de glace. Effectivement, on l'a vu, c'était après le 11 septembre, la température de la Terre diminuer fortement lorsqu'il n'y a plus aucun avion en vol pendant 1 semaine ou 2, plus aucune traînée. Donc l'impact de ça aussi, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits? Est-ce que, tiens, je me pose la question, de l'espace en observation de la Terre, voit-on cette traînée? Je ne me suis jamais posé la question, mais il me semble que sur le satellitaire, je n'ai pas de traînée d'avion. Si, même les avions sur les capteurs multispectraux. Sur les capteurs multispectraux, on voit souvent un effet d'arc-en-ciel comme ça dû au fait que les pixels RGB haute bande ne sont pas sur les mêmes plans focaux. Donc on voit le mouvement de l'avion, on voit plusieurs copies de l'avion en rouge, vert, bleu, et on voit très bien les traînées derrière. Après, de notre côté, on n'a pas d'activité liée aux traînées, mais ça ne m'étonnerait pas que quelque part à l'ESA, les gens travaillent dessus. Oui, il peut y avoir des applications même d'intelligence économique qui seront liées à ça potentiellement. Enfin, c'est ça la difficulté dans l'observation de la Terre. Il faut être extrêmement imaginatif sur les applications à mener. À un moment donné, je faisais des tours d'acteurs industriels de la logistique, de BioWin, etc., pour leur demander tiens, quels sont vos problèmes là où vous bloquez. Des gens de raffinerie Tire-le-Montoise, par exemple. Eux avaient un gros problème de logistique sur l'emplacement des tas de betteraves au coin des champs et estimer à l'avance le volume qui est nécessaire et le nombre de trajets. On est de la recherche opérationnelle pour les trajets, mais les volumes qui naturellement peuvent se calculer puisque la pente est naturellement a priori de 45 degrés. Avec un satellite radar, on peut identifier les emplacements et les hauteurs. Donc, c'est un peu à l'infini. Maintenant, c'est utilisé souvent, pour l'instant en tout cas, un canon pour tuer la mouche, parce que demander aux fermiers d'aller mesurer est quand même plus facile que d'utiliser un satellite. Mais néanmoins, si cette image est vraiment dans la vie quotidienne et est très bon marché et l'application automatisée derrière, ben, ça peut être une source d'information économique dans tous les secteurs. Soyez très imaginatifs, n'hésitez pas. Alors, il restait encore des questions pour Renaud. Je pense qu'on avait couvert les questions pour Benoît. Oui, un robot extracteur, puis un robot ramasseur, voilà, c'est pourquoi pas. Et pour Renaud, donc, il y avait la question, c'était pourquoi 2 robots? C'est vrai que c'est la question que je me suis posée aussi. Je me dis, wow, c'est complexe comme mission. Ça, c'est une question principale. Et sur les techniques utilisées, ça, c'est plutôt d'expert à expert. Je vois que Benoît a posé une question à Renaud sur les techniques à utiliser pour reconnaître et identifier les petits containers cylindriques. Voilà, Renaud, la parole est à toi. Merci Michel. Par rapport à la question de l'organisation en 2 missions, ça c'est un choix
qui a été principalement économique parce que ça coûtait beaucoup trop cher de tout faire en une seule mission. C'est évident que ça aurait été plus simple d'un point de vue autonomie de faire tout en une seule mission. On n'aurait pas eu à chercher ces tubes sur le sol. En même temps, des gens comme moi n'auraient pas eu une aussi belle vie non plus, quoi. Donc, maintenant, par rapport à la question d'Antoine. Donc Antoine, je pense que ta question était de voir si nous avions utilisé des méthodes de génération d'images synthétiques pour entraîner ou pour tester des solutions qui ont été développées. C'est bien ça? Oui, c'est la question de Benoît, effectivement, je pense. Ah, c'est Benoît. Oui, okay. Oui c'est moi. C'est ça, okay. Oui. Sorry, Benoît. Oui, très, très pertinent et la réponse est oui. Donc, pas pour la validation, mais pour l'entraînement de la méthode basée sur le Region Proposal Network. On a utilisé, dans ce cas-ci, c'était Blender pour générer une grande base de données. On avait un système qui utilisait un moteur physique pour lâcher des tubes au-dessus d'une représentation virtuelle du sol martien et puis générer des images depuis plusieurs points de vue. Et ce système-là pré-entraîne le réseau. Oui, tu as tout à fait raison. Merci. Et j'avais une question pour toi d'ailleurs, Benoît, que je n'ai pas eu l'occasion d'écrire dans le chat. Sur la première partie de ta présentation, est-ce que tu as parlé des questions d'annotation? Est-ce que vous êtes impliqué dans l'annotation de ces données? Et si c'est le cas, est-ce que vous faites ça avec des experts ou plutôt par crowdsourcing? Alors, je suis le moins au courant de la boîte sur les aspects annotation, donc ça, il faudra faire un follow-up avec les gens qui s'occupent de ça chez nous. Et justement, on a commencé, je pense, avec des méthodes assez traditionnelles d'annotation, et puis on essaie de s'en échapper justement avec des méthodes synthétiques. Je pense qu'on est plus basé sur des moteurs de jeux vidéo, nous, pour simuler des scènes réalistes vues d'en haut. La géométrie est beaucoup plus simple, hein, vu qu'on a toujours des photos aériennes. Et le niveau de détail dans la génération synthétique est plus facile à appréhender aussi, vu que quand on est à du 50 cm de résolution ou plus, on n'est pas obligé de dessiner le moindre détail des objets, quoi. Donc on est plus parti dans cet axe-là. Mais bon, c'est un axe où on se sent un peu seul, d'où ma question. Et on essaie de voir si dans les industries parallèles, des gens ont développé des frameworks, des méthodes, mais on n'a pas trouvé grand-chose de public et de transférable à notre domaine d'activité. Ravi d'en parler plus en détail. Et donc la génération synthétique, je vois bien comment ça peut aider les problèmes liés à la détection d'avions dont tu as parlé, voir un avion depuis haute altitude. Est-ce que ça s'applique aussi dans votre cas à la classification d'éléments plus naturels? Je pense qu'au début, vous aviez de la classification de Justement, sur la détection de patterns géométriques, il y a des gens qui le font, quoi. Par contre, sur la réponse radiométrique d'un instrument multispectral, là, c'est un gut feeling, hein, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, sauf qu'il nous faut un moteur physique derrière qui génère des radiométries propres avec des simulations d'irradiance, de transmission atmosphérique et autres. Donc, bon, c'est plus, on cherche une réponse radiométrique plutôt qu'un pattern géométrique, quoi. Intéressant. Des étudiants chez nous travaillent sur des moteurs de jeu, hein, pour des simulations de ville, mais c'est pour des problèmes de vidéosurveillance avec des caméras et des radars conjoints. Donc on pourrait peut-être en parler. Donc l'idée d'utiliser des moteurs de jeu pour créer des datasets auto-annotés, puisque le moteur de jeu, c'est exactement où est la voiture, où est le véhicule qu'on recherche. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est peut-être un sujet de collaboration, peut-être un beau projet à soumettre chez Skywin, puisqu'ils aiment bien les jumeaux numériques. Donc le moteur de jeu, c'est sûrement une voie intéressante. Ok, je vais redonner la parole à Antoine qui va conclure, parce que nous avons dépassé de 5 minutes notre temps et nous avons tous des réunions commençant à 10 heures, je pense. Donc voilà, Antoine, je te laisse terminer. Merci Michel et merci à tous. Donc merci à Benoît Depaire de Aerospace Lab, Renaud de Tri pour NASA UCL
Et merci pour la qualité de vos interventions, tout simplement, c'était super intéressant. Merci également aux partenaires fondateurs de la stratégie digitale Wallonia-Foréailles. Merci aux partenaires qui co-organisent l'événement, c'est-à-dire le consortium Trail qui rassemble les universités et les centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à AI for Belgium, qui est la coalition nationale sur l'IA et qui vise à permettre aux personnes et aux organisations belges de saisir les opportunités de l'IA. Et enfin, merci à la WEX et au Hub Digital Wallonia qui contribuent à internationaliser ces webinaires. Les prochains carrefours se déroulent la semaine de l'AI Week et plus précisément le 17 mars de 13h30 à 14h30 dans le cadre de la semaine qui est dédiée à l'IA et qui est portée par AI for Belgium. On aura le plaisir d'accueillir Laurence de Villers, qui est professeure à l'Université de Paris-Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et des sciences de l'ingénieur du CNRS. Laurence de Villers dirige l'équipe de recherche Dimension affective et sociale dans les interactions parlées. Mais aussi, on accueillera Jean Ponce, qui est directeur de la recherche à l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, et chercheur invité à l'Université de New York, au Center Data Science et à l'École normale supérieure. Voilà, je vous invite tout simplement dès à présent à parcourir le programme des prochains carrefours de l'IA et à vous inscrire via le lien qui est dans le chat ou via la plateforme digitale Wallonia-Foréailles. Je vous remercie pour votre présence et on se donne rendez-vous le 17 mars prochain. Merci à tous et bonne journée.